Dominique Schnapper, sociologue, présidente du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis depuis 25 ans et membre du Conseil des sages de la laïcité. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser vraiment à la situation de la laïcité à l'école. Laïcité qui connaît depuis un certain nombre d'années, je dirais une huitaine d'années à peu près, une recrudescence d'atteintes. Alors qu'une loi, celle de mars 2004, donnait à penser que la question des atteintes à la laïcité était réglée, sinon une fois pour toutes, en tout cas pour une période suffisamment longue. Cette difficulté, cette mise en cause de la laïcité ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons que les premières affaires du voile datent de 1989, qu'il a fallu attendre une quinzaine d'années avant de voir donc cette loi de 2004 votée en mars 2004. Loi qui proscrit les signes ostensibles d'appartenance religieuse, les vêtements, mais qui ne règle pas forcément toutes les atteintes à la laïcité comme nous aurons l'occasion de le voir. Nous allons aborder les questions donc, qui sont liées à cette laïcité à l'école, à travers notamment le prisme du travail que conduit le Conseil des sages de la laïcité que préside Dominique Schnapper, organisme qui a été créé en 2018 par Jean-Michel Blanquer et qui continue toujours à œuvrer. Yanis Roder, qui est à ma gauche, est membre lui-même du Conseil des sages de la laïcité, et il est également professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis dans un collège assez REP, un collège assez difficile, où il a eu l'occasion, il aura la possibilité de nous dire en quoi c'est tout à fait illustratif, il a eu l'occasion vraiment de se heurter, il y a déjà un certain temps, à des problèmes concrets d'atteinte à la laïcité, et il nous exposera certainement les moyens qu'il a trouvés aussi pour parer ces atteintes, pour faire en sorte que la laïcité soit respectée cas à cas, mais aussi la situation qui est quand même difficile, parce qu'il y a une fracture générationnelle et une fracture aussi culturelle, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, cette recrudescence des atteintes à la laïcité, on le voit notamment à travers un certain nombre d'enquêtes d'opinion qui ont été menées récemment. Citons par exemple un sondage IFOP publié en décembre dernier qui indiquait que près d'un enseignant sur deux a observé au moins une atteinte à la laïcité depuis 2021. Et un enseignant sur deux, par crainte du conflit, préfère éviter certains sujets sensibles, pourtant inscrits dans les programmes scolaires. Cette atteinte à la laïcité, elle prend un certain nombre de formes, nous le verrons. Ce peut être le port de vêtements qui sont considérés comme étant portant atteinte, donc des vêtements qui sont des signes d'appartenance religieuse, mais c'est tout un ensemble de comportements, nous aurons l'occasion d'y revenir, de comportements qui mettent plus profondément en cause non seulement le respect du principe de laïcité, mais aussi le respect du principe de la rationalité, de la raison et de l'autorité de l'enseignant. Dans un premier temps, Dominique Schnapper va avoir l'occasion de revenir un peu sur les enjeux de cette laïcité à l'école et peut-être exposer à cette occasion un peu quels sont les fondements du travail du Conseil des sages de la laïcité. Et puis Yanis Roder va parler plus concrètement de son expérience d'enseignant, de ce à quoi il est confronté et de ce qui fait un petit peu la matière de son livre qu'il a publié maintenant il y a 6-7 mois, La jeunesse française, l'école et la République, en nous montrant combien ce public d'adolescents, d'enfants est aujourd'hui pas facile, je dirais à gérer, comme on peut dire trivialement, autrement dit, c'est un public qui n'est pas forcément réceptif, aussi facilement que par le passé, à la transmission de ces principes de laïcité. Je vais laisser la parole à Dominique Schnapper pour à peu près une vingtaine de minutes, puis ensuite Yanis Roder aura l'occasion de faire un exposé. Je vais poser quelques questions ensuite aux deux intervenants et vous aurez bien sûr l'occasion de poser les questions de votre choix par la suite. Merci. Quand Julien m'a demandé si j'acceptais de venir discuter avec Yanis Roder, à qui il avait déjà demandé, je lui dis que c'était une discussion que nous avons tous les 15 jours, au minimum, plus les interventions, et puisque nous faisons partie du même Conseil des sages de la laïcité. Et alors pour éviter que nous nous répétions trop l'un l'autre, puisque nous partageons les mêmes options, les mêmes analyses et les mêmes connaissances, puisque nous les partageons. Il a été entendu que je me présenterai un petit peu
les raisons pour lesquelles la laïcité, c'est important en France, donc les raisons plus générales, en le laissant parler, et de son expérience de professeur que Julien a évoqué, et aussi des travaux qu'il a fait et qu'il a résumés dans le livre qui vient de paraître. Alors ça me semble d'autant plus utile que j'ai moi-même, je regrette moi-même de n'avoir pas compris ce qui se passait le 9 novembre 89. C'était, vous vous en souvenez, le jour de la chute du mur de Berlin, et l'Express faisait une grande fête à l'Opéra pour célébrer, je ne sais pas quel anniversaire, à eux, j'entends, leur anniversaire. Et c'est le jour où le mur de Berlin est tombé et où les 3 collégiennes du collège de Creil sont arrivées à la célébrité. Et tout le bâtiment bruissait du problème du collège de Creil et pas du mur de Berlin. Et ça me paraissait tout de même assez aberrant, mais enfin, politique française est souvent aberrante. Et donc, par tempérament personnel, je disais, 3 foulards dans un collège, à côté du mur de Berlin. Alors, c'est pas pour dire que la chute du mur de Berlin n'a pas été un grand événement, mais en même temps, les 3 collégiennes annonçaient des choses qu'on a vues se développer. Alors, pourquoi est-ce que la laïcité en France est un problème politique important? C'est parce que la laïcité est directement liée à la forme que prend la démocratie en France. Toutes les démocraties prévoient un mode de séparation du politique et du religieux qui est au fondement même de l'ordre démocratique. La séparation du politique et du religieux, c'est ce qui permet à tous les individus qui n'appartiennent à aucune église, qu'ils fassent partie de l'église majoritaire quand il y en a une, ou d'une ou de plusieurs églises, quand il y a plusieurs églises minoritaires. C'est ce qui leur permet de participer en citoyen à la vie publique et de se constituer en société. Alors, il est vrai que ce principe de séparation, qui est au fondement de toutes les démocraties, a pris des formes différentes selon la manière dont la modernité politique est née dans les différents pays. Et je reprends des choses d'ailleurs que Philippe Reynaud a longuement analysées et très bien analysées, c'est-à-dire qu'il y a, on peut dire, 2 types idéaux, enfin 2 manières privilégiées de mettre en œuvre concrètement cette forme de séparation du politique et du religieux, l'une symbolisée par les États-Unis d'Amérique et l'autre par la France. Aux États-Unis, la liberté religieuse est première, elle est considérée comme un droit naturel des individus, ce qui implique la tolérance de toutes les églises et de toutes les sectes, ou plutôt la non-distinction entre les églises et les sectes, et la protection qu'elles ont contre l'État. Parce que le pays, c'est là les faits historiques qui permettent de le comprendre, le pays s'est constitué à partir d'un projet d'émancipation à la fois politique et religieux pour assurer la liberté de toutes les églises et contre le pouvoir de l'État. Alors la France est évidemment un cas différent, qui est laïque plutôt que libéral, même si la laïcité, contrairement à ce qu'on dit maintenant quelquefois, est effectivement un instrument de liberté et d'émancipation. Mais la modernité politique est née, comme vous savez, d'une révolution qui est devenue rapidement violente. Peut-être que ça explique beaucoup de choses par la suite. Et qui s'est construite contre la légitimité traditionnelle, c'est-à-dire celle d'une monarchie étroitement alliée à l'Église catholique. Le roi, la foi, la loi construisaient ensemble la légitimité traditionnelle et elle a été renversée par la Révolution. Et étant donné ce lien historique qui unissait la construction de la nation et de l'Église catholique, la naissance de la modernité politique a pris tout de suite une forme révolutionnaire et elle est allée jusqu'au bout de sa logique, de la logique de la séparation, là où d'autres pays se contentent
d'accommodement raisonnable, comme disent les Canadiens, ou de gestion quotidienne des problèmes qui peuvent se poser. Et donc, il n'y a rien de comparable en France avec cette naissance progressive de la démocratie en Angleterre, ou la construction des États-Unis contre l'État. Pays qui était le pays d'une église de type monarchique. La France est devenue divisée pendant plus d'un siècle entre ces deux légitimités, et la laïcité s'est construite en fonction de son ennemi, c'est-à-dire l'Église catholique et la tradition légitimiste, et sur son modèle. Et l'ensemble des dispositions de la laïcité s'explique par cette naissance. Et le conflit entre les deux légitimités, ou on a dit entre les deux France tout au long du XIXe siècle, a été soldé, on peut dire, ou en tout cas contrôlé par la loi de 1905. Mais cette histoire fait que dans d'autres pays démocratiques, la séparation de l'État et des églises peut apparaître comme simplement un moyen de gestion politique de la diversité religieuse, ce qui est déjà pas mal. En France, elle est à la fois plus radicale, plus philosophique, plus idéologique. Elle est allée jusqu'au bout d'une philosophie de la laïcité dont il n'y a pas l'équivalent dans les autres pays. Et c'est donc à travers la laïcité, et nous le voyons au Conseil des sages avec certains des membres philosophes du Conseil, c'est une conception de l'homme, du monde, une philosophie qui s'exprime avec la rigueur logique et la passion identitaire d'un système religieux. Et elle est devenue l'une des dimensions du pacte politique et de la citoyenneté qui est garantie par l'abstention de l'État dans le domaine religieux. C'est vraiment la forme française de la séparation du politique et du religieux. Reste qu'il y a tout de même toujours des négociations. La séparation s'accommode de négociations. On négocie le jour des fêtes, on négocie le jour du catéchisme, c'est tout à fait normal. Mais le principe de séparation, quels que soient les accommodements inévitables qu'il y a avec l'ordre social, fait partie de la définition de la démocratie française. Alors, on parle d'un débat. Les Français font volontiers des débats. Entre les tenants de la laïcité, qu'on appelle républicains, dont la philosophie est de continuer à porter ce principe laïque en tant qu'il est un projet fondateur et de la République et de l'intégration sociale. Les républicains disent que c'est un instrument de la liberté, de l'émancipation des personnes qui ne sont plus soumises à leurs enracinements d'origine. Bon, quand on les aime pas, on les appelle laïcards. Quand on pense qu'ils ont un projet qui doit être poursuivi, on les appelle républicains. En tout cas, la loi de 2004, qui interdisait le port de signes religieux ostentatoires dans l'enseignement primaire et secondaire, s'inscrit dans cette conception. Et il y a en face de cette conception celle qui est portée par le groupe de l'école pratique des hautes études, qui plaide pour un assouplissement, une libéralisation d'une laïcité qui serait trop rigide, trop exclusive. Accepter des formes d'expression religieuse serait la marque d'une reconnaissance des identités particulières et la marque du libéralisme de la République. Et évidemment, il se déclare inclusif et ouvert, contrairement à la rigidité des républicains, et ils ont une image flatteuse dans les milieux politiques, médiatiques et académiques, parce qu'ils parlent à l'esprit du temps. Nous sommes tous, évidemment, pour une société ouverte et une société inclusive. Alors faire campagne au nom de l'ouverture et de l'inclusivité parle à l'esprit du temps. Alors, s'il s'agissait, ça c'est le point essentiel, l'argumentaire des partisans de la laïcité ouverte, s'il s'agissait d'un problème purement religieux de l'intégration progressive d'une population musulmane nombreuse
devenus des citoyens français. S'il s'agissait simplement d'un problème de morale du père de famille de bonne foi, comme Jules Ferry le disait dans sa célèbre lettre aux instituteurs, les lois, qu'elles soient celles de 1905 ou de 2004, seraient parfaitement suffisantes pour régler les problèmes. Il faudrait simplement les adapter comme toutes les lois. Mais ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème d'un mouvement politique organisé, et c'est en termes politiques qu'il faut le penser, ce que je n'avais pas compris en 89. En 89, je trouve que c'était un problème de libéralisme sans importance, et que j'ai compris un peu après. Mais c'est un problème politique qui fait partie d'un mouvement politique qui s'attache à critiquer la démocratie. Alors, ce n'est pas une obsession de Laïcart que de voir, de percevoir et de comprendre qu'il s'agit d'un mouvement organisé. Et nos amis algériens de tradition musulmane, que ce soit Kamel Daoud ou Boualem Sansal, nous montrent l'organisation d'un mouvement et ses étapes successives. Et je vous rappelle que les territoires perdus de la République ont été publiés en 2002, que le rapport de Jean-Pierre Aubin a été remis en 2004 et remis prudemment par François Pillon, rangé dans un tiroir, ce qu'on pourrait faire avec le téléphone, et que Gilles, je vous en prie, et que Gilles Kepel a déjà publié Les banlieues de l'islam en annonçant la politisation de ce mouvement dès 1987, et nous avons maintenant beaucoup d'autres travaux de sociologues. Et donc, il faut réfléchir dans ces termes, dans des termes politiques, et non pas dans les termes de plus ou moins libéraux ou plus ou moins inclusifs. Et il faut comprendre que ces mouvements successifs, ces modes successifs, et Yanis vous parlera nous avons eu la Baïa il y a quelque temps, sont des moyens de tester la volonté ou la capacité du ministère de l'Éducation nationale et derrière lui de la société française de résister à ces assauts. Et parce que je pense qu'il faut à la fois respecter et prolonger l'héritage de la raison et du débat démocratique que porte cette conception de la laïcité à la française, même si évidemment la transformation de la société implique qu'il faille tenir compte d'un certain nombre des transformations sociales. Dans chaque nation démocratique, je vous ai dit, la frontière du public et du privé est définie différemment, mais dans tous les cas, il faut continuer à transmettre le principe fondateur d'une frontière entre les croyances et les pratiques religieuses libres d'un côté, libres et privées d'un côté, et d'autre part, l'universalité de l'État et de l'espace public qui est commun à tous d'un autre côté, parce que c'est le principe démocratique qui permet de concilier la liberté de chaque individu d'exprimer ses convictions et en même temps son devoir de respecter celle des autres, et c'est ce qui permet aussi, grâce à cet espace commun, à chacun de participer à l'ensemble des valeurs et des normes communes qui permettent de faire société. Et alors si on prend un peu de recul avec le débat franco-français sur les deux formes de la laïcité, je pense qu'il faut interpréter le problème de la laïcité dans une perspective de géopolitique, celle des attaques contre la démocratie. Alors bien sûr, elles ne sont pas le fait seulement des musulmans extrémistes, puisqu'elles émanent aussi des autocrates de Russie, de Turquie, d'Iran, d'Inde ou de Chine. Je laisse de côté les démocraties libérales, illibérales de l'Europe de l'Est. Mais enfin, l'islamisme y a sa part. Et donc la résistance des républicains à remettre en cause les formes de la laïcité à la française, si quelquefois elle prend des accents quelque peu désuets et s'attachant à des combats qui ont été gagnés, cette résistance, elle est vitale, parce que tout de même, elle s'oppose à des tentatives totalitaires qui se donnent pour objectif de détruire la démocratie. Et donc, écoutons
nos amis algériens qui en ont fait l'expérience. Et d'autre part, rappelons-nous l'expérience des années 30, ce n'est pas en cédant aux exigences de ses ennemis, ce n'est pas toujours en cherchant des compromis que la démocratie a une chance de se sauver, mais en affirmant ses valeurs et en étant prête à combattre pour les défendre. Alors, il faut tenir compte de certains travaux des sciences sociales quand ils ont été sérieux, les prendre comme des données de fait que nous connaissons. Nous savons que une grande majorité de la population musulmane s'intègre dans la société française, mais aussi qu'il existe une minorité, et Yanis va vous en parler, une minorité d'autant plus inquiétante que c'est la minorité des jeunes qui ont été nés, scolarisés dans l'éducation française, qui participent, pas toujours en ayant conscience, mais qui participent de fait à une entreprise de destruction. Et le véritable problème est de savoir si nous aurons le courage intellectuel et le courage politique de leur résister. Merci. Merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet sur le plan, je dirais, des faits. Quelle forme prennent les atteintes à la laïcité aujourd'hui dans les établissements scolaires et quelle est l'imprégnation, je dirais, des idéologies qui sont aujourd'hui à l'origine de ces atteintes à la laïcité? Alors, merci d'abord pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Avant de répondre concrètement à votre question, un petit mot quand même sur le champ que j'observe depuis 23 ans, puisque je suis arrivé dans mon collège. C'est un collège, comme Julien l'a dit, en 2000. Donc avant la loi de 2004. Et dès 2000, j'ai entendu des propos qui, je crois rapidement compris, relevaient d'une vision que des sociologues aujourd'hui, Anne Muxel et Olivier Galland, nomment absolutiste, une vision religieuse absolutiste, c'est-à-dire indépassable. Je l'ai vu notamment dans la manière dont certains élèves, dès le début des années 2000, avec deux événements principaux à ce moment-là, la seconde intifada et le 11 septembre 2001. J'ai vu le développement notamment d'un discours violemment antisémite que j'ai rapporté, et Dominique l'a cité, dans Les Territoires perdus de la République, sorti en octobre 2002. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, à part l'Express qui en a publié les bonnes feuilles, a été conspué, littéralement conspué, par la presse, en fait. On va dire, pour le dire de manière très un peu euphémisante, par la presse qui fait l'opinion. Hein, donc notamment un quotidien du soir. Alain Sexic et moi, nous en avons fait un petit livre. Oui. Pour vous appuyer. Non mais c'est vrai, tout à fait. Nous n'étions pas très nombreux. Non. Et donc voilà, moi je me suis fait traiter de paranoïaque dans un quotidien du soir en 2002. Donc c'était, voilà. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que 20 ans plus tard, où en sommes-nous? Voilà, 20 ans plus tard, où en sommes-nous? J'ai apprécié il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, une élue qui, citant mon nom, m'a qualifié, c'est plus juste, m'a qualifié de lanceur d'alerte. Alors moi, j'en avais jamais dit que j'étais un lanceur d'alerte. J'en ai été hyper flatté. Voilà, j'ai vraiment été hyper flatté, mais c'est une alerte qui est vraiment tombée dans l'eau, mais complètement. Parce que personne ne l'a entendue, cette alerte, à l'époque. Et aujourd'hui, nous en sommes dans une situation où, effectivement, une partie conséquente des jeunes, eh bien, ne se reconnaît pas, ou ne semble pas se reconnaître dans le modèle républicain. Dans le sens où le principe de laïcité, qui forme, parce que c'est un principe qui forme une des colonnes vertébrales et qui donne le cadre de notre République, semble mal compris, mal assimilé, voire rejeté. Alors, comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, tout simplement, dans les établissements scolaires, dans les classes, vous avez des élèves qui vous disent « Eh bien, en fait, vous m'empêchez d'être libre. Vous m'empêchez d'être ce que je veux être en permanence. » C'est-à-dire que l'idée de mettre de côté ce
ce que vous pensez vous déterminer, juste le temps de l'école semble impossible pour une partie des jeunes. D'autre part, cette critique finalement du principe de laïcité au nom de la liberté se double de contestation d'enseignement qui témoigne en réalité d'un glissement de la contestation de l'autorité vers une contestation de la légitimité des enseignants. Alors, il ne faut surtout pas généraliser, évidemment, et cela ne se passe pas dans toutes les classes ni tous les jours. Mais c'est quelque chose qui, pousse, et on le voit, et Dominique Schnapper a pour habitude de dire que les différentes études, aussi bien faites par des sociologues ou que les enquêtes d'opinion, vont toutes, depuis 5-6 ans, dans le même sens, depuis celle du CNAL 2018 jusqu'à celle, Julien, que vous avez citée, de l'IFOP, et pour une revue en décembre 2022. Elles vont toutes dans ce sens-là, puisque vous avez parlé de l'autocensure, on était à 36%, 37% de professeurs s'étant déjà autocensurés en 2018, on est à 56% aujourd'hui. Sur des questions... cette auto, ce qui est évidemment inférieur à la réalité. Bien sûr. Et sur des questions religieuses. Et alors, si on s'intéresse de plus près à ce que disent et à ce que pensent les élèves, on peut se dire, bon, alors les jeunes, même si les jeunes, il faut bien se garder de généraliser, mais les jeunes, selon un sondage fait pour la LICRA et son journal Le Droit de Vivre en mars 2021, les lycéens, 149%, d'après ce sondage, 52% a pensé que les jeunes devraient pouvoir afficher un signe religieux ostensible, c'est-à-dire visible, au sein de l'école. Alors on peut se dire, bon, ok, c'est la question de la liberté individuelle, mais ces mêmes jeunes sont 49% à penser que les professeurs devraient pouvoir afficher un signe ostensible religieux. Et là, c'est une autre question. C'est la question qui touche au cœur même du principe de laïcité, c'est-à-dire la neutralité des fonctionnaires, donc la neutralité de l'État. Et là, c'est pour cela que j'avais une discussion hier avec Patrick Veil. Et Patrick me disait, moi je pense qu'il ne faut pas dire que les jeunes ne comprennent pas la laïcité. Certes, mais alors ces 49% là, ils ont tous un autre projet politique ou il y a un problème de compréhension. Je veux bien que certains aient un autre projet pour la République française, peut-être, mais je crois aussi qu'il y a quand même un problème de compréhension. Mais au-delà de cela, pourquoi beaucoup de jeunes, c'est pas les jeunes, c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui, et je le vois dans mes classes, très régulièrement, pourquoi vous nous empêchez de porter tel ou tel vêtement? Et puis cette grande illusion, si vous voulez, qui là encore, à mon sens, témoigne d'une ignorance, mais cette fois de l'histoire. Pourquoi vous nous empêchez de porter nos signes? Si chacun avait son signe, on apprendrait à mieux se connaître. Et je l'entends à chaque fois. Ah oui, c'est sûr, au Liban, ils se connaissent très bien, par exemple. Voilà, ils se connaissent parfaitement. Je pense qu'en Yougoslavie, en 1991, ils ont appris à se connaître de très près, par exemple. Donc, cette idée, si vous voulez, que l'école devrait être le lieu de l'exposition des différences, et non pas, comme le disait Dominique, le lieu de construction d'un commun. Voilà. En mettant de côté, comme le dit Jean-Claude Michéa, pour faire République, il faut se défaire un tout petit peu de soi-même. Voilà. Et ben non, vous avez une partie des jeunes qui aujourd'hui ont du mal à se dire je vais me défaire d'un petit peu de moi-même pour construire du commun. Ce qui m'intéresse, c'est moi, et derrière moi, c'est moi. Voilà. Et donc on est dans la construction d'un hyper-individualisme alimenté, je le crois très, très fortement par ce soft power américain que les jeunes consomment en permanence sur les plateformes de streaming, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, cela ne nous dit pas pourquoi les jeunes ne comprennent pas, ou plutôt des jeunes, soyons raisonnables, des jeunes appréhendent mal le principe de laïcité. Et là, excusez-moi de le faire encore, mais je vais encore revenir à ce que disait Dominique Schnapper, à ce que dit Dominique Schnapper régulièrement. Nous avons cru que le principe de laïcité était une évidence. C'était une évidence. Je suis passé par ce qu'on appelait les IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres. On a depuis changé 3 fois d'acronyme. Aujourd'hui, ça s'appelle INSPE. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai déjà oublié.
l'éducation nationale, c'est comme l'armée. Moi, j'ai fait les deux, et j'ai galéré les 2 fois avec tous les acronymes. C'est terrible. Il y a des moments où on ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est vrai, mais c'est terrible, c'est terrible. Enfin bon, peu importe, c'est pas très grave. Et à l'IUFM, c'était en 80, c'est la Coupe du Monde, donc c'est 98, ça fait des repères dans le temps, ça. 98, eh bien, on me dit que je suis fonctionnaire. Bon, je le savais en fait, mais j'étais même très content. Mais on ne me dit pas ce que c'est que la laïcité. Et puis on ne me dit pas ce qu'implique le fait d'être fonctionnaire. La neutralité axiologique du fonctionnaire, on ne m'en a jamais parlé. Jamais. Et on a continué comme ça, en pensant, comme l'écrivait Mona Ozouf dans son très grand livre, L'école, l'Église et la République, 1982, Mona Ozouf écrivait, en substance, je ne l'ai pas en tête in extenso, elle disait, voilà, la laïcité, c'est bon, tout le monde a compris. Même les catholiques ont accepté, et tout le monde adhère aujourd'hui au principe de laïcité. 1982. 89, c'est l'affaire de Creil. Donc c'est très intéressant, je trouve, cette vision, cette mise en perspective historique. Et donc, sont arrivés dans les salles de professeurs, et ensuite, évidemment, dans le même temps, dans les salles de classe, des jeunes enseignants qui n'ont pas été formés sur ces questions. Et qui, non seulement, en dehors de liberté de conscience, liberté de culte et neutralité du fonctionnaire, et encore, ne savent pas ce qu'est la laïcité, ne savent pas à quelle histoire elle se rattache, et n'en connaissent ni les enjeux ni les objectifs. Il suffirait, si vous voulez faire une expérience intéressante, de vous aller dans une salle de prof, et puis vous dites, pourquoi la France est-elle laïque? Et alors là, vous voyez, vous connaissez les vols de pigeons, là, pouf, voilà. Voilà. Alors, j'exagère peut-être un peu, parce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, des grandes séances de formation ont lieu, donc maintenant, on est en train de réoutiller intellectuellement les enseignants. Mais enfin, bon, j'ai vécu, moi, si vous voulez, la minute de silence après les attentats de Toulouse et Montauban, la minute de silence après Charlie Hebdo, la minute de silence après Samuel Paty. J'ai vécu tous ces moments-là. Et j'ai vu la panique dans les yeux de mes collègues. Comment je vais faire? Et des collègues qui disaient, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Et toi, est-ce que tu peux pas passer dans ma classe? Est-ce que tu n'es pas fonctionnaire comme moi? et donc, en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je ne critique pas mes collègues, c'est juste un constat que je fais. Après Mera, et je me souviens très bien, d'ailleurs j'aurais pas dû le nommer, je voulais pas le nommer, voilà. Mais après Montauban et Toulouse, mars 2012, on a eu ces premiers problèmes, gros problèmes, de minutes de silence, quand était étouffé, très clairement à l'époque, hein, voilà, on n'en a pas parlé. Et certains collègues me disaient, faut qu'on se forme, hein. Mais ils ne l'ont pas fait. Non pas que l'éducation nationale ne proposait pas de stage de formation, elle en a toujours proposé en fait, mais sur la base du volontariat. Et quand on est prof, on a beaucoup de choses à faire, et je le conçois, hein, c'est vrai, on est très pris, voilà. Et donc, les collègues ne se sont pas formés, voilà, ne se sont pas formés. Et quand on arrive à Samuel Paty, le 2 novembre 2020, la rentrée scolaire, après les vacances de la Toussaint, c'est la panique complète, voilà, avec la multiplication des incidents. Ceux qui sont remontés au ministère étaient supérieurs à 1000. C'est ceux qui sont remontés. Hein. Et comme le dit encore, excusez-moi Dominique Schnapper, c'est très largement sous-estimé. Voilà. Donc, critique sociologique basique. Ben bien sûr. Donc, le résultat, c'est que vous avez une partie du corps enseignant aujourd'hui qui, non seulement connaît mal le principe de laïcité, mais surtout, parfois, n'y adhère pas nécessairement. Je vais prendre 2 chiffres pour commencer. Pas pour commencer, je ne vais pas être très long, Julien. Dans le même sondage que vous avez cité de décembre 2022, 32% des enseignants de moins de 30 ans considèrent que les élèves devraient pouvoir porter le signe religieux qu'ils souhaitent à l'école. 32%, un tiers. Bon, soit. Encore une fois, on peut se dire, voilà, libéralité, etc. Bon, bref. Mais, même autre chiffre, et c'est le même en fait, 32% de ces enseignants de moins de 30 ans pensent qu'un professeur devrait pouvoir afficher un signe religieux ostensible à l'école. Voilà. Un tiers des enseignants de moins de 30 ans considèrent aujourd'hui, d'après ce sondage, que la neutralité des fonctionnaires, en fait, ne devrait pas être, tout simplement. Et
c'est très intéressant parce que, de mon point de vue, cela dit d'abord une chose, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'est le principe de laïcité. Après, ça peut aussi dire autre chose. Il y a aujourd'hui des professeurs très minoritaires. Alors, je dis toujours très minoritaires, et le secrétaire général du Conseil des sages me dit toujours minoritaire. Je dis bon, soit. Qui tiennent des discours politiques dans le cadre de leur engagement professionnel qui, à mon sens, ne devrait pas être. Pourquoi ? Par exemple, vous avez alors c'est un syndicat représentatif aujourd'hui du corps enseignant dans un département, le mien, le 93, qui invite ses adhérents à des stages de formation où il y a des ateliers qui disent ceci. La loi de 2004, donc la loi du 15 mars 2004, vous savez, c'est la loi qui réglemente le port des signes ostensibles religieux à l'école. La loi du 15 mars 2004, 2 points, une loi raciste et sexiste. Point. Pas point d'interrogation. Point. Voilà. Et donc ce sont des fonctionnaires qui écrivent cela et qui invitent d'autres fonctionnaires à venir se former pour comprendre en quoi cette loi serait raciste et sexiste. Donc, de fait, on se retrouve avec des enseignants de moins en moins outillés sur ces questions et certains enseignants de plus en plus militants sur ces questions. Ces militants faisant le jeu de ceux qui, derrière entrepreneurs identitaires et religieux, instrumentalisent une partie de la jeunesse, notamment ces jeunes filles qui se réclament de la religion musulmane, en leur faisant porter à qui le voile, à qui l'abaya, etc. Et ces enseignants, qui par exemple, certains ont été sanctionnés par l'institution, il y a 2 ans maintenant, le lycée Angela Davis à Saint-Denis, 2 enseignants ont reçu un blâme pour avoir refusé de faire enlever le voile à des étudiantes, enfin des lycéennes. Donc l'institution réagit. Mais il y a des enseignants qui aujourd'hui, très minoritairement, j'insiste là-dessus, ne font pas appliquer les lois de la République. Donc on est face à une problématique. Et quand ces enseignants, qu'ils soient militants ou qu'ils soient ignorants, se retrouvent face à des élèves qui posent ce type de questionnement, que peut-il arriver ? Que peut-il arriver ? Voilà. Donc on est dans une situation qui ne laisse d'inquiéter en réalité. Comme le disait le ministre lui-même il y a peu de temps, il disait « les jeunes ne sont pas avec nous ». Il l'a dit. Les jeunes ne sont pas avec nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Bien sûr que non. Et nous faisons. Mais voilà le constat que l'on peut faire aujourd'hui avec la construction d'une posture victimaire dans les discours. Voilà. C'est la laïcité qui est méchante, c'est la République qui est raciste, ou on l'entend sur les réseaux sociaux, entre guillemets, je dis ce mot entre guillemets, ce n'est pas le mien, islamophobe. Et donc, évidemment, c'est une offensive, Dominique l'a dit, c'est une offensive très claire, notamment contre la loi de 2004, et derrière, contre le principe même de laïcité. Rappelons, et je m'arrête là-dessus, Julien, rappelons que la loi de 2004 est une loi de protection. C'est une loi de protection pour, justement, résister aux pressions et permettre aux jeunes filles ou aux jeunes garçons de respirer, j'utilise à dessein l'expression créée par Catherine Kinsler, cette respiration laïque, respirer à l'école face aux pressions. Et donc quand on est professeur, quand on est fonctionnaire de la République et qu'on s'oppose à l'application d'une telle loi, ça veut dire qu'on se met en situation d'accepter la pression faite sur d'autres personnes que soi, tant qu'à faire, sur d'autres personnes que soi, pression d'identitaires ou d'entrepreneurs identitaires, religieux ou politico-religieux. C'est cela que cela veut dire, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors on pourra, Julien, j'imagine, parler de ce qui se fait quand même, parce que je ne veux pas que vous ayez l'idée que nous sommes dans une situation catastrophique, parce que ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une situation inquiétante, de fait, mais loin d'être catastrophique.
Parce que beaucoup de choses ont été mises en place dernièrement, et le Conseil des sages de la laïcité y a pris sa part, bien sûr, et beaucoup de choses se font aussi sur le terrain, à la fois dans les établissements auprès des équipes des enseignants, mais aussi dans toutes les classes. Voilà. Et il y a, je crois, de mon point de vue, un sursaut qui est en train de se mettre en place et qui me semble très intéressant, même si le travail sera long. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors justement, ce travail du Conseil des sages de la laïcité, quels sont ses axes de travail? Comment aborde-t-il le problème des manquements à la laïcité? Et qu'est-ce qui a été fait depuis maintenant 4 ans? Peut-être Dominique, voulez-vous en parler un peu? Alors, le Conseil a été très frappé par ce dont Yanis vient de parler, c'est-à-dire la fracture générationnelle. Il y a eu vraiment une interruption dans la transmission de ce qui paraissait évident. Ma génération, n'en parlons plus, pas, mais même la génération de mes enfants et même de mes petits-enfants, la laïcité semblait une évidence et donc personne n'était armé parce que comme toutes les choses évidentes, on ne les formule pas, on ne les rationalise pas. Et donc il y a eu vraiment une fracture générationnelle. Alors ce qu'on a essayé, l'action essentielle qu'on a eue, c'est d'abord une action symbolique du fait que on a des gens qui nous saisissent directement, qui parlent avec nous, qui nous demandent. Enfin, il y a la création par Jean-Michel Blanquer a donné un sens symbolique à cette création en relation avec tout le réseau les Valrep, c'est-à-dire les gens chargés des valeurs de la République. Mais le travail lui-même, il y a eu deux grands axes de travail. La première, ça a été de fournir des instruments intellectuels et qui peuvent se résumer par ce volume qu'il a apporté, qui est formé de trois volumes et qui comprend les repères intellectuels, de l'histoire intellectuelle de l'élaboration de l'idée historique et philosophique de la laïcité, une partie qui est rédigée par les inspecteurs généraux sur la mise en œuvre dans les programmes de l'idée de la laïcité, et le troisième tome, qui est celui qui est le plus directement utile, qui est un vadémécum de la laïcité, sur lequel nous avons beaucoup travaillé et nous continuons à y travailler chaque fois que de nouveaux problèmes se posent et qu'il faut le mettre à jour, qui rappelle les textes de loi, rappelle les juridictions, les décisions de jurisprudence sur ces problèmes pour transmettre simplement la connaissance des principes dans le premier volume, mais là, la connaissance des pratiques qui sortent de cette conception à la fois philosophique et politique, et qui prend directement en compte les problèmes tels que nous savons qu'ils se posent. Et ils s'en posent toujours de nouveau, de sorte que c'est un travail qui, d'une certaine façon, n'a pas de fin, parce que quand un nouveau problème se pose, on montre dans le vadémécum quelle peut être la solution, étant donné le régime juridique et jurisprudentiel sous lequel nous vivons. Et le second axe, donc élaboration des connaissances nécessaires, des instruments qui permettent de connaître et de comprendre, et le deuxième axe qui est le programme de formation. Alors dans ces INSPE, dont je ne sais pas non plus ce qu'ils veulent dire, mais qui forment des membres du Conseil, interviennent régulièrement dans les stages, en particulier des directeurs d'établissement, parce que les directeurs d'établissement ont un rôle central et difficile, et moi j'ai beaucoup de respect parce que je pense que c'est un métier qui est devenu très difficile, les inspecteurs régionaux. Alors on fait des conférences, soit dans les académies, soit au niveau des formations à Poitiers. Chaque fois qu'on parle, ils nous trouvent très intéressants, hein. C'est même très frappant. Vous avez, puisque maintenant j'en fais beaucoup moins, mais au début j'en faisais aussi, ils sont contents, hein, ils sont toujours contents.
mais on leur apprend des choses. Et je vous assure qu'on apprend des choses qu'on n'aurait pas eu idée, enfin, qu'à ma génération, on n'aurait pas eu d'idée de dire, parce que, encore une fois, ça allait de soi. Mais évidemment, il y a beaucoup à faire, et on le voit, et d'une certaine façon, et les inspecteurs et les chefs d'établissement sont plutôt ceux qui sont moins idéologues que beaucoup de professeurs qui n'ont pas les mêmes responsabilités, parce qu'ils ont à faire face à la réalité et aux problèmes concrets tels qu'ils se posent quotidiennement. Donc je crois qu'on a été, honnêtement, je crois que le conseil a été utile, et dans la création des instruments intellectuels et dans la politique de formation. Mais vous savez, il y a 1 million de fonctionnaires de l'éducation nationale, et quel que soit notre talent exceptionnel, c'est un peu difficile de... voilà, on fait ce qu'on peut, on fait un réseau. Et ce qui me frappe, c'est qu'un peu, on retrouve toujours les mêmes personnes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un réseau, je pense, je ne sais pas s'il est très minoritaire ou s'il est minoritaire, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il soit majoritaire. Merci. La mort atroce de Samuel Paty en octobre 2020, est-ce qu'elle n'a pas réveillé quand même un certain nombre de consciences, y compris, surtout parmi des professeurs qui pouvaient avoir une adhésion assez molle au principe de la laïcité? Alors, je serais tenté de vous dire oui, mais. Pourquoi oui, mais? Vous aurez sûrement remarqué que dans ce pays, mais je pense que ce n'est pas propre à ce pays, nous fabriquons de l'amnésie en permanence. Et finalement, un événement s'édulcore très vite. Et dans les esprits, finit par, oui, être présent, mais la profondeur ou la gravité de l'événement tend à s'estomper assez rapidement. Donc oui, vous avez une prise de conscience très claire. Vous avez aujourd'hui, je crois même, des réflexes. Alors vous avez des réflexes des deux côtés, hein. C'est-à-dire vous avez des réflexes du côté enseignant, puis vous avez des réflexes du côté de ceux qui agressent en disant « je vais te faire une Samuel Paty ». Ça aussi, ce sont des réflexes nouveaux. Donc on l'a vu à Tannes, par exemple, on l'a vu dans d'autres cas qui ont été dévoilés par la presse. Donc oui, il y a une prise de conscience, mais voilà, il y a cette tentation à l'édulcoration, à l'euphémisation, finalement à l'effacement et peut-être même parfois à un défaut de lecture de l'événement. C'est-à-dire que... Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu un moment d'émotion qui n'a pas débouché sur une réflexion de lien avec les problèmes de fond? Voilà. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà, c'est souvent, mais je crois que c'est souvent le cas. Je pense que c'était la même chose avec... Il y a une émotion. Bien, très forte. Dans le corps enseignant, ça a été un moment de... Ça représente, je crois, quand même un moment de rupture dans le corps enseignant, ce qui s'est passé avec notre collègue Samuel Paty. Cette émotion a été extrêmement forte, mais effectivement, je crois que, comme pour les affaires de Toulouse-Montauban ou janvier 2015 et même novembre 2015, ça n'a jamais débouché sur une vraie réflexion, notamment politique. Exactement. Et ça, je le note, toujours en salle des profs, et pas que en salle des profs. Je me souviens... quand même, le Conseil des sages avait auditionné, à la demande du ministre de l'époque, Jean-Michel Blanquer, toutes les organisations syndicales, et les associations de parents d'élèves, etc. Et je me souviens de syndicalistes, je tairai le nom du syndicat, qui ont qualifié l'assassinat de Samuel Paty, qui était arrivé la semaine précédente, de fait divers. De fait divers, voilà. Et là, on se dit qu'il y a un problème d'interprétation et de lecture des événements. Et je crois que certains, aujourd'hui, ont tendance justement à réinterpréter peut-être, ou à revoir, à relire cet événement sous l'angle du fait divers, et à ne pas lui donner la portée politique qu'il a. Moi, c'est ce que je crois voir. Alors, ça reste marginal, oui, mais. Donc, voilà, je dirais oui, prise de conscience, après cette grande émotion, oui, prise de conscience, mais. Voilà. Une question sur l'origine des contestations, des manquements à la laïcité. Vous avez évoqué évidemment l'islamisme. Y a-t-il des manquements à la laïcité qui soient d'origine d'autres confessions que l'islam, ou est-ce que c'est vraiment marginal ? C'est marginal, hein. C'est marginal. Moi, quand j'ai dit
je ne sais plus à qui, que l'Église catholique était devenue laïque. Il a cru que je faisais une plaisanterie. Mais c'est pas vrai. L'Église catholique a, je dis pas qu'elle l'a toujours été, je dis pas qu'elle l'a fait avec plaisir, mais de fait, elle a tout à fait accepté. Alors bon, elle grignote un peu de temps en temps parce que ça fait partie de la vie sociale normale. Mais enfin, il n'y a pas de problème. Alors nous avons un de nos collègues au Conseil des sages qui est toujours obsédé par l'Église catholique. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont un peu attardés par rapport au vrai problème. Mais le problème, c'est pas un problème politique, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir, bon, il y a les frottements de la vie sociale qui sont normaux, mais le problème politique, c'est quand même le problème avec avec l'islamisme. Pas avec l'islam, parce que là, on pourrait tout à fait, ça c'est une de mes convictions, on pourrait tout à fait adapter les lois aux problèmes particuliers des musulmans si c'était seulement un problème de pratique religieuse. Mais ça n'est pas un problème de pratique religieuse. Et la réponse que tu as donnée pour Samuel Paty, qui correspond au sentiment que j'avais, c'est le refus de l'analyser en termes politiques et d'en tirer les conséquences politiques, quelle qu'ait été très forte l'émotion du moment. Oui, parce que ça fait peur, parce que ça inquiète en fait. Je crois qu'il y a une fuite, moi, une fuite de l'analyse en fait. Ne pas analyser parce que ce serait peut-être rentrer dans des considérations qu'on n'a pas envie d'avoir, de voir. Juste une chose, si je peux me permettre, Dominique, il y a très ponctuellement, alors je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, il y a très ponctuellement sur certains territoires une poussée de contestation de la part d'enfants, enfin d'élèves, issus de familles évangéliques. Ah oui. Ouais. Donc de sectes évangéliques qui... Enfin, ils ne tuent personne. Non, ils ne tuent personne. Mais ils appellent au meurtre quand même, très clairement, par exemple des homosexuels. Non mais très clairement, hein. En classe, vous avez des élèves, bon, ils me le disent, hein, les homosexuels, il faut les tuer. Bien. Enfin non, pas bien, évidemment. Mais donc, voilà, il y a quand même... Je ne défends pas les évangéliques. Ils me paraissent provisoirement moins dangereux. Oui, bien sûr. Sur le plan de la morale et des goûts. Bien sûr. Mais il y a quand même une virulence... Ils me paraissent pour l'instant moins dangereux. Oui, mais je pense qu'ils le sont réellement moins dangereux. Mais il y a une virulence chez certains élèves parce que ce que dit l'école de la République vient heurter des convictions qui sont profondément ancrées. Et là, on va dire, ça ne matche pas, pour employer un terme. Oui, mais en plus, le fait qu'il y ait de la violence d'un côté nourrit la violence de l'autre. Oui, rien ne se diffuse mieux que la violence. À partir du moment où il y a des contestations fortes dans un certain, ça suscite chez les autres le même type de confrontation ou de revendication. Y a-t-il une évolution dans le signalement des manquements à la laïcité? Parce qu'on sait qu'il y a donc de l'autocensure, on sait aussi que certains chefs d'établissement rechignent peut-être à signaler des manquements à la laïcité parce que ça peut donner une mauvaise réputation à leur établissement. Est-ce que malgré tout, la multiplication des incidents a fait que les chefs d'établissement se sont résolus à faire la démarche de signaler ces manquements? Il n'y a pas seulement les chefs d'établissement, parce que pour que l'atteinte apparaisse dans les statistiques, il faut que le professeur commence déjà par le dire. Et le professeur lui-même n'est pas toujours très enclin à décrire les difficultés qu'il a pu avoir dans sa classe. Donc ça passe du professeur au chef d'établissement, du chef d'établissement à l'inspecteur, de l'inspecteur au rectorat, du rectorat au ministère. Il faut que tout ça soit d'accord pour le faire. Il est évident qu'en chemin, ça conduit automatiquement à sous-estimer les problèmes. Reste qu'il est assez intéressant, parce que les phénomènes étant les mêmes, de voir l'évolution. Il ne faut pas s'en tenir aux résultats globaux, mais l'évolution, étant donné que pour les mêmes, la sous-estimation a les mêmes causes, l'évolution n'est pas sans intérêt. Et c'est comme ça qu'on a vu naître à partir de mai, c'est-à-dire à partir du changement de ministre, mais c'est le changement de ministre, et on a tout de suite su que Blanquer ne serait plus ministre de l'Éducation nationale, on a vu apparaître la vague des abayas. Et nous l'avons interprété comme étant on va tester le nouveau ministre, on sait ce que pensait le précédent, on va voir celui-là comment il réagit. Par bonne chance, on avait donc été
alertés par les gens qui nous envoient directement des mails. Et on avait fait une note sur la question dont, si mon souvenir est bon, est daté du 2 juin, quelque chose comme ça, hein, du 2 juin. Donc on avait fait une note sur la question qu'on avait transmise au cabinet, puisque nous n'avons évidemment aucun pouvoir de décision. Donc on avait transmis cette note, aucune réponse. Bon, on s'était dit, elle est perdue, mais ça ne fait rien, on a fait notre devoir. Et puis elle est ressortie, toujours le 9 novembre, à peu près... En plus, c'est mon anniversaire, c'est pour ça que c'est une date que je reconnais chaque fois. Donc, elle a été pratiquement reprise par le ministre. Et à la suite de cette circulaire, on a vu que le test était terminé. C'est redevenu, disons, dans l'ordre normal. Il n'y a plus la vague des abayas qui était là à titre de test du nouveau ministre. Et ça se voit, sachant que les chiffres sont sous-estimés, mais l'évolution a tout de même un certain intérêt, parce que les raisons de la sous-évaluation sont les mêmes, et par conséquent, l'évolution des chiffres, elle, a son intérêt. Avez-vous le sentiment que les travaux du Conseil des sages de la laïcité, et notamment le vade-mecum sur la laïcité, qui expose un certain nombre de cas concrets de manquement à la laïcité, avec des conseils aux professeurs pour répondre à ces atteintes, est-ce que vous avez le sentiment que ces travaux sont suffisamment diffusés, connus des professeurs? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 2 ou 3 jeunes professeurs que je connais pour des raisons familiales n'en connaissaient pas l'existence. Ben voilà. Alors, ça veut dire, en bon sociologue, sur 3 cas, je ne fais pas une règle générale. Non. Je vous donne cette information. Non, bon. Alors, effectivement, Yanis va dire des choses plus sérieuses. Non, on ne peut évidemment pas généraliser. Néanmoins, la diffusion, ne serait-ce que de la connaissance de l'existence du vade-mecum, se fait, mais très lentement. Très lentement. Et je ne parle même pas du réflexe d'aller l'ouvrir. Hein. Donc, voilà, qui est un autre réflexe. J'en veux pour preuve, par exemple, mon ancien principal adjoint, qui aujourd'hui est principal d'un autre collège, qui m'a appelé il y a un mois en me disant oui, alors là, j'ai ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Vous ouvrez le vade-mecum, en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Vous ouvrez le vade-mecum. Heureusement que toutes les personnes qui ont un problème ne nous appellent pas, parce que voilà, on s'en sortirait pas. Donc, non, mais on pourrait mettre un... Et donc le problème, c'est un truc enregistré. Ah oui. Mais et donc, regardez le vade-mecum, en réalité, le vade-mecum est de plus en plus connu, je crois, de plus en plus connu. En tout cas, ils en ont entendu parler, mais je suis pas sûr qu'il soit de plus en plus ouvert. C'est ça mon vrai questionnement, en fait. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est un outil, et un outil qui fonctionne par thème, hein, en cas d'examen, en cas de contestation, la question de la cantine, etc. Donc, certificats médicaux pour la piscine. Exactement, les certificats médicaux, etc. Tout est détaillé avec les articles de loi, la jurisprudence, la procédure à suivre. Donc, effectivement, quand un chef d'établissement a un problème, il ouvre ça, il a les réponses. Mais encore faut-il qu'il ait ce réflexe. Et ce réflexe, il est long à acquérir en réalité. Alors, nous rencontrons aujourd'hui des chefs d'établissement qui ont ce réflexe, mais nous en rencontrons qui ne l'ont pas. Et certains me disent, oui, mais je ne l'ai pas. Enfin, il suffit de le télécharger. Et donc, on est toujours... Voilà. Donc, en plus, on l'avait distribué. Ah non, on l'a distribué à des centaines d'exemplaires. Blanquer a fait investi pour le distribuer. Bien sûr. Non, mais alors, il faut pas encore une fois noircir le tableau. Mais c'est très long en fait. Voilà, c'est très long. Rentrer dans les mœurs et dans les habitudes du quotidien, aussi bien des enseignants que des chefs d'établissement ou des conseillers principaux d'éducation, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Mais j'ai bon espoir à partir de la circulaire du 9 novembre, avec le plan de formation laïcité des chefs d'établissement mis en place. J'ai bon espoir que enfin, les chefs d'établissement comprennent qu'il y a nécessité de se référer au vade-mecum et qu'il y a là un outil formidable, et je ne dis pas parce que c'est nous qui l'avons fait entre autres, mais vraiment extrêmement utile et très pratique en fait, très pratique. Et ce qui éviterait bien des soucis, bien des problèmes et peut-être des coups de fil aussi.
Et dans la formation initiale des professeurs, il existe maintenant une épreuve de laïcité, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'ailleurs, le Conseil des sages y est pour quelque chose. Hein. Le Conseil des sages y est pour quelque chose, puisque nous avons insisté auprès du ministre pour créer une épreuve, on va dire, une épreuve orale, hein, une épreuve orale sur ce qu'est être fonctionnaire, sur les principes et valeurs de la République. Mais non pas pour réciter un catéchisme, entre guillemets, même si je pense que, voilà, je me méfie beaucoup de cette expression catéchisme républicain. En général, quand on dit ça, c'est que on pense que l'école fait, que l'école fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Mais bien au contraire, c'est une vraie réflexion que nous demandons, enfin que nous demandons. Je ne suis plus, j'ai été 4 ans au jury du CAPES d'histoire, je ne le suis plus, mais on finit par penser qu'on y est toujours en fait. Mais l'institution scolaire demande aux candidats une bonne connaissance de ce qu'est être fonctionnaire et des principes et des valeurs de la République. Alors comment ça se traduit dans le concours ? Moi j'ai pu observer à Châlons-en-Champagne, la bonne ville de Châlons-en-Champagne, toute une journée avec Catherine Biaggi, notre collègue inspectrice générale et qui est notre collègue au Conseil des sages, des oraux, puisque c'est public, hein, vous le savez, des oraux de concours sur cet oral. Alors, j'ai observé des candidats qui arrivaient sans temps de préparation. Ils n'ont pas de temps de préparation. On leur donne une feuille. Sur cette feuille, il y a 2 études de cas. Une étude de cas dans leur discipline. Ça peut être une contestation d'enseignement, ça peut être différentes choses, et une étude de cas liée à la vie scolaire, c'est-à-dire à la vie de l'établissement. Et ils doivent réagir au regard des principes et des valeurs de la République et en tant que fonctionnaire. Alors si vous n'avez rien préparé, et j'en ai vu, hein, c'était waouh, c'était, mais alors il nage un peu puis après il coule. Voilà, il coule. Et donc, ensuite, vous avez ceux qui ont travaillé et réfléchi, et on le voit tout de suite, et qui se posent, qui adoptent une posture de fonctionnaire dans les réponses qu'ils font. Et j'ai assisté, et j'en étais même touché, alors que j'ai été 4 ans au jury du CAPES, alors j'interrogeais sur l'islam médiéval, pas rien à voir avec ça, mais pour la première fois, j'ai vu un concours de recrutement, justement, un concours de recrutement dans la fonction publique d'État. Voilà, dans la fonction publique d'État. Et j'ai été très touché de cela, parce que j'ai vu des candidats qui vraiment avaient compris ce que être fonctionnaire impliquait. Ou alors ils faisaient très bien semblant, je ne sais pas, mais pour avoir le concours, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été marqué par cela. Marqué par cela parce que ma génération, on est passé complètement à côté de ça. Mais complètement à côté de ça. D'où l'intérêt, je crois, de cette épreuve qu'a mis en place Jean-Michel Blanquer. Moi, j'en ai suivi une journée au lycée Montaigne, ce qui était en philosophie. C'était moins vertueux que d'aller à Châlons-sur-Marne. Oui, Châlons-en-Champagne. Lycée Montaigne, c'était plus... J'ai trouvé que c'était de très bonne qualité. En philosophie, j'ai plutôt été impressionné favorablement. Comme témoignage. Cela implique en fait, en réalité, que les INSPE, alors j'ai essayé de me souvenir ce que voulait dire INSPE, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Enseignement. Voilà. Donc, ça a obligé les INSPE à créer un référentiel commun, hein, dans toute la France, un référentiel commun auquel a participé d'ailleurs le Conseil des sages et la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et donc, il y a des cours toute l'année sur ces questions-là maintenant. Ça veut dire que les candidats, nécessairement, aujourd'hui, arrivent en ayant suivi des cours et une formation, ce qui n'existait pas avant. Voilà. Et qui leur permet d'arriver au concours en étant outillés. Alors évidemment, tout dépend de l'investissement que vous y mettez. Évidemment, ça, c'est toujours la même chose. Mais il y a maintenant un référentiel, des cours et un oral de concours qui permettent, je crois, de constituer une vraie colonne vertébrale sur ces questions-là chez les candidats et chez les futurs enseignants. Si on revient aux questions de fond, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, sur la question de la laïcité, il y a une ligne claire de la part de l'ensemble du gouvernement, des responsables politiques? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas véritablement de ligne de claire là-dessus, il y a
un débat sur la notion même de laïcité, ce que ça implique. Est-ce que ce manque de clarté n'est pas préjudiciable justement à l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires? La réponse est dans la question. Hein. On ne sait pas très bien ce que pense le président de la République sur la question. Et en France, comme vous savez, il y a peu de gouvernements, mais dans la mesure où il y en a un, c'est celui du président de la République. Et à un moment donné, il avait paru très... Puisqu'on avait déjà... il circulait qu'il voulait remettre en question la loi de 1905. Et on a beaucoup agi dans la mesure où on pouvait pour dire surtout n'y touchez pas. Ça, c'est un conflit vraiment tout à fait inutile et parfaitement adaptable. Et on a eu l'impression, là, quand il avait réuni ses intellectuels, je lui avais posé la question sur la loi sur la laïcité, la loi de 1905, et il était parfaitement laïque, et c'était à l'image de Jean-Michel Blanquer qui s'est positionné, enfin qui a pris position très fermement sur la laïcité républicaine. Depuis, je ne sais pas, le ministre a été remplacé par une personnalité très différente, qui avant d'être nommé n'avait pas manifesté un républicanisme excessif, mais qui, depuis qu'il est ministre, si je puis dire, il n'y a rien à lui reprocher. Donc, il est pris, on peut penser qu'il est pris dans une histoire. Mais le ministère lui-même est très partagé. Il y a des tas de bureaux. Nous sommes intervenus sur le vade-mecum un peu par hasard, parce que il est venu devant le Conseil des sages une responsable qui faisait le vade-mecum, à qui on prenait connaissance. Et alors, moi, j'ai sauté en l'air, j'ai dit, comment vous faites un vade-mecum, etc., mais il faut qu'on le voie. Et nous l'avons à peu près complètement réécrit. Car nous avons trouvé des chefs-d'œuvre. Et il y en a un que je ne résiste pas à vous raconter. Il était écrit, parce que le projet de vade-mecum est avant nous. Hein. Et alors, nous, on a sauté dans l'entreprise déjà, qui avait déjà commencé. Et il y avait un élève que conteste la loi de 2004. Le chef d'établissement le convoque et discute avec lui. Parfait. Vous ouvrez des guillemets, dans un processus de co-construction de la loi. Fermez les guillemets. Alors tout de même, la co-construction de la loi avec l'élève, ça pose quelques petits problèmes sur les grands principes de la République. Bon, et c'était comme ça. Et nous avons, alors non, les textes de loi, ils y étaient, bon, on les a repris, etc. Mais on l'a considérablement modifié. Or, c'est ce qui sortait des bureaux. Les bureaux de l'éducation nationale, ils sont comme les autres, ils sentent l'esprit du temps et ils sont pas toujours du meilleur niveau intellectuel, ou tout le moins nous le jugeons comme ça parce qu'ils ne pensent pas toujours comme nous. Bon, donc il y a une ambiguïté au niveau du gouvernement, il y a une ambiguïté dans le monstre éducation nationale, enfin dans le mammouth, comme disait un ministre précédent, et donc tout ça n'aide pas. Et on se bat contre l'évolution du temps, contre beaucoup de bureaux du ministère. En plus, on n'est pas très bien vu parce qu'on est de ces gens sans responsabilité, sans pouvoir, qui embêtent les autres, qui disent mais non ça va pas. Enfin, vous voyez, on est dans une position qui n'est pas spécialement favorable. Je pense pas qu'on soit très populaire au ministère. Donc voilà, je vous donne une description sociologique un peu rapide, mais qui, je crois, n'est pas inexacte. En tout cas, Yanis est de cet avis. Non. Alors, voilà. Non, oui, bien sûr. Mais ça fait rien, hein, on travaille quand même. Ça fait rien. Bon, mais néanmoins, voilà, le Conseil des sages de laïcité n'a pas été remis en cause par Pape Ndiaye. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que ça n'aurait pas été un bon signe de sa part. Enfin, je pense. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème. Il m'a accueilli. Moi, je le connaissais puisqu'il a été maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales. J'avais voté pour lui à l'époque. Enfin, je veux dire. Donc, Dominique, très chaleureux, et il n'a question de rien. Au contraire, il voudrait en augmenter le nombre des membres. Il lui donnait
et que ce ne soit pas seulement de la laïcité, mais aussi des valeurs de la République, pourquoi pas.